François-Xavier, vous recevez Alexis Corbière. Bonjour Alexis Bonjour. Corbière, vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. L'affaire Fillon, les avocats demandent au parquet de se dessaisir. Votre réaction? Bon, de toute façon, la justice fait son travail et évidemment, les avocats de François Fillon se défendent avec tous les moyens qu'ils ont. Moi, c'est surtout l'aspect de toute manière politique et morale qu'il faut observer. C'est-à-dire que quand bien même M. Fillon à l'arrivée ne serait pas condamné, parce que tout ça est difficilement prouvable, il y a un impact très fort, évidemment, chez chacun d'entre nous quand on regarde ce spectacle. C'est incroyable, sa ligne de défense, de justifier que son épouse touche quand même des sommes très importantes. Écoutez, Mais sauf que ce matin, on parle de grave séparation des pouvoirs. Ça ne marche pas, il n'y a pas de séparation des pouvoirs aujourd'hui. Mais ça fait les avocats de François Fillon. Mais ça fait un moment que ça dure. La presse fait son travail, des choses sont révélées, il y a des fuites, etc. Très bien. Est-ce que vous-même, ça vous gêne? Alors vous dites non, attendez, on ne va pas aller sur ce terrain-là. Non, mais il faut aller sur ce terrain-là, celui de la probité, de la morale, de la vertu, évidemment. La vertu doit être le fondement de tout gouvernement républicain. C'est Montesquieu qui disait ça, c'est la base de tout. Tout de même, quand on observe que, là encore, moi ce qui me frappe, c'est de quelle manière M. Fillon est décalé par rapport au quotidien des Français. Décalé à quel point? Moi, je suis enseignant depuis 22 ans, je travaille en lycée professionnel. Quand je ne fais pas la campagne électorale, depuis quelques mois, eh bien, les salaires pour son époux sont 2 à 3 fois les miens, ou ceux de ses enfants sont plus élevés que ce que moi je touche après 22 ans de carrière. Je mets mon cas pour dire combien c'est le cas de beaucoup de salariés qui se disent, mais tout de même, pour que ses enfants l'aident pendant 6 mois, 1 an, c'est des salaires de cadre supérieur. Et ça montre une forme de légèreté quand il s'agit des siens, où on considère évident qu'on doit toucher telle somme, lorsque la même personne, M. Fillon, rentre en campagne en proposant une cure d'austérité terrible, blocage des salaires, gel du point d'indice, je le rappelle pour les fonctionnaires, depuis 2010. Voilà, et comment dirais-je, la plaisanterie a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, mais je la reprends. Quand il s'agit de 500 €, M. Fillon parle d'assister, l'assistanat, et quand il s'agit de 5 000 €, c'est une assistante, donc parlementaire. Donc, bref, c'est ce décalage, il y a 2 mondes, et il y a une forme, pardon de le dire comme ça, d'arrogance, un peu de caste à un moment donné, de ceux qui disent, mais nous c'est normal, nous c'est mes enfants. Par contre, le commun des mortels, le français, lui, doit continuer à galérer. C'est pas les mots employés par François. Non, mais c'est la traduction que vous en faites. Non, mais c'est la traduction, comment dire, qu'il faut lire en creux. Alors justement, parce que là, je ne parle que de la ligne de défense de M. Fillon. Je l'ai écouté. Par exemple, il n'explique même pas cette histoire de la revue des 2 mondes, tout de même. Vous trouvez normal qu'un homme qui est assez riche, qui possède une revue, salarie quelqu'un, salarie l'épouse d'un homme politique influent pour faire un travail quand même assez léger? On est en droit de se dire, mais il y a là une possible influence sur ceux qui nous dirigent. Donc on est au cœur d'un débat très politique. C'est votre lecture. Il y a aussi Bien celle sûr, de votre candidat. Il y a 10 jours, Jean-Luc Mélenchon, 2 points. Je préfère qu'il continue. Il parle de Fillon. Ça fait un adversaire plus fragile. Est-ce que franchement, quand on voit le climat actuel, il faut jouer aussi avec cette ironie et ce côté un peu calcul politique? Oui, ça c'est une ironie, vous l'avez noté. Oui. Jean-Luc Mélenchon a aussi dit l'autre jour que la droite mérite mieux. Non, mais c'est une façon de dire, puisqu'il continue, puis la manière, lorsqu'il dit ça, comme M. Fillon s'accroche, une façon de dire, tout ça va amener à ce que lui-même, il va en payer le prix. Mais de toute manière, ce qu'a dit après Jean-Luc Mélenchon plus longuement, évidemment, tout ça participe fait écho à ce dégoût qui existe dans la société française de certains comportements que moi je trouve très au diapason de cette 5e République, c'est-à-dire une forme de monarchie présidentielle avec des mœurs de cour, une forme d'aristocratie politique, de gens qui au bout d'un moment sont totalement déconnectés du quotidien de chacun d'entre nous, c'est-à-dire leur rémunération, la manière... Moi ce qui m'a choqué, je dirais, c'est que vous avez vu cette histoire, je lis pardon la presse, mais que les propres assistants... Vous pas dire la presse. Non, mais je veux dire, je reprends de ce point de vue-là, je ne suis pas... Mais je crois aussi la presse là-dessus, que les assistants parlementaires de M. Fillon touchent des sommes de quelques centaines d'euros pendant que l'épouse de M. Fillon, elle, touche des... Vous voyez, enfin, c'est des milliers plus que des centaines, mais... Non, mais 607 € pour une de ses assistantes et près de 3500 pour son épouse, c'est-à-dire que franchement, c'est des comportements qui sont choquants. Alors, ces comportements choquants, d'une certaine manière, vous êtes, et je parle du camp de Jean-Luc Mélenchon, ceux qui le dites le plus sur le terrain. On regarde ces photos de 2 dames qui étaient à Juvisy. Ça fait 3 jours de suite qu'à chaque déplacement, ce sont les pro-Mélenchon qui viennent dans la rue pour taper des casseroles. Vous les payez ou pas? Non, mais c'est bien, vous savez... Ce sont à chaque fois quelques dizaines de personnes, il faut contextualiser. Non, mais je crois que c'est révélateur. Je félicite de toute façon les militants, mais c'est révélateur. Je crois que ces gens, nos amis, sont au diapason d'un état d'esprit dans le pays. Voilà. Que vous pensez si large que ça? Oui. Très large. Et même, je vais vous dire, même de la part de gens de droite. Une fois de plus, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, la droite mérite mieux. On peut être de droite, moi évidemment j'ai mes convictions, mais être attaché à une forme de probité et d'honnêteté, ça choque tout le monde. Ce n'est pas tolérable, ce sont des mœurs politiques qui sont inacceptables. Et il est incroyable que M. Fillon ne le comprenne pas. Et quand j'écoute sa conférence de presse il y a 2 jours, il y a un peu le sentiment...
il n'y a que moi comme candidat, c'est moi ou le chaos, donc ce sera ça, et taisez-vous, silence dans les rangs. Franchement, ce pays est dans un tel état d'ébullition que faire ça, c'est gratter une allumette au-dessus d'un baril de poudre. C'est vraiment pour laquelle nous disons, pour ne pas que tout ça se termine dans la violence, il faut, si Jean-Luc Mélenchon est élu, une assemblée constituante, un débat dans le pays pour aller vers une 6e République, que nous discutions maintenant d'autres fonctionnements politiques, d'autres institutions, d'autres mœurs doivent avoir lieu en politique, de la transparence, du contrôle citoyen. Nous, on propose le droit de révoquer les élus en cours de mandat si les citoyens... On va y revenir justement parce qu'il y aura un détail. C'est important parce que sinon, il ne faut pas seulement dénoncer. Non, mais on est bien d'accord, on va voir les solutions ensuite. Mais d'abord, avant d'arriver à l'Élysée, il faut réussir à se mettre d'accord à gauche. On en est où? Oui, c'est ce qu'on pourrait quand même imaginer quand on voit les calculs de sondage aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec Benoît Hamon? Puisque ça fait déjà plus de 15 jours que Jean-Luc Mélenchon dit « Oui, moi, le café est prêt, il vient prendre le café quand il veut. » Alors, comment va le café? Parce qu'il n'est pas trop tiède. Même, on va mettre des glaçons, c'est un café frappé parce qu'il s'est refroidi. Non, mais écoutez... Est-ce que oui ou non, il se parle? Pour l'instant, manifestement, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, le téléphone rose n'a pas sonné. Bon, le numéro s'est perdu. Aucun coup de fil, aucun coup de fil de la part de Benoît Hamon. Écoutez, mettez-nous à notre place. Vous avez Benoît Hamon qui est désigné candidat vainqueur de la primaire, qui dit dès dimanche soir, la première chose que je ferai, je reprends ces mots, dès demain, c'est d'appeler Jean-Luc Mélenchon. Il ne le fait pas, nous sommes pratiquement 15 jours plus tard. Donc il joue à quoi? Je sais pas, il veut sans doute, d'abord il a jugé plus important d'aller voir M. Cazeneuve et M. Hollande, il est pris dans des contradictions, il a cru que la dynamique de sa victoire l'amenait un petit peu à une forme, à nous étouffer, à une forme d'arrogance. Je crois qu'il a tort, je crois que ce qu'il comprend pas, mais je le dis à travers cette chaîne, si Benoît Hamon me regarde, que je connais depuis longtemps, je pense qu'il s'est trompé sur les raisons de sa victoire. Il est d'abord vainqueur parce qu'il a été l'instrument pour chasser Valls. D'accord, et qu'il était le moins connu des candidats et qu'il est apparu comme étant le moins comptable du bilan de François Hollande. 15, 16, 17 points dans les sondages, ça marche pas mal alors comme stratégie? Pardon, mais quand vous aviez 11-12 pour Manuel Valls, il prend le score classique, enfin le score socialiste, plus quelques points, mais... Vous savez, il faut se méfier des sorties de sondages de primaire. Monsieur Fillon était monté à 31 et Monsieur Hollande, en 2011, était à 39% en sortie de primaire. Il y a toujours un effet primaire, d'autant que c'est un aspect, manifestant, la nouveauté. Mais depuis 10 jours, la nouveauté s'est transformée en quand même quelque chose, l'image d'un homme qui est comptable des contradictions internes au Parti socialiste. Et c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit disponible pour se parler, boire un café. Jean-Luc Mélenchon, devant le silence de Monsieur Hamon, lui a fait une vidéo dans laquelle il dit, si on devait discuter, nous posons des questions. Mais on ne changera pas notre programme et par ailleurs, il ne faut pas que les députés soient ensuite réinvestis si c'est-à-dire avant Manuel Valls. Voilà, je prends les deux règles du jeu que vous avez déposées sur le bureau vous avez dit de Benoît Hamon. Non, mais on ne dépose pas ce qu'on dit, c'est où est la cohérence? Si Benoît Hamon veut changer, rompre avec la politique qui a été menée depuis 2012, on a pu comprendre que c'est là-dessus qu'il a été élu, et tant mieux, parce que ça crée un champ idéologique commun plus large. Mais il ne peut pas nous faire croire que c'est avec les mêmes députés élus depuis 2012, qui à 80% ont tout voté de la politique de M. Hollande, qu'on va revoter pour les mêmes pour mener une autre politique. Il y a là un cynisme face aux électeurs qui ne tient pas la route, qui amènera tout dans la défaite, qui fera le jeu de l'extrême droite ou de la droite. Donc on lui dit, attendez, Benoît Hamon, vous voulez parler avec nous? De quoi parlez-vous déjà? Parlez de quoi? C'est les mêmes députés sur le programme. Vous êtes un journaliste politique, mais où est le programme de Benoît Hamon? Où est le programme du candidat socialiste à ce stade? Le revenu universel, c'est pivot. Mais ça, c'est une mesure, un programme, un document. Donc aujourd'hui, pas de programme. Dépêchez-vous, Benoît Hamon, d'en fournir un. On discute. Mais ces affaires sont des affaires sérieuses. Dans l'histoire, vous faisiez référence à l'Union de la gauche dans les années 70. Pendant 2 ans, ça a discuté programme. 2 ans. À l'époque, on disait l'union est un combat. Aujourd'hui, j'ai peur qu'avec Benoît Hamon, ou du moins le PS de Cambadis, l'union est une combine. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas... L'union est une combine. Ça peut l'être. Des gens qui ne veulent pas discuter, ils n'ont pas de programme. Ils nous disent que c'est leur candidat depuis 2012, les mêmes qui ont soutenu la politique de Hollande. Ils ne nous appellent pas. Donc au bout d'un moment, de quoi on parle? On ose imaginer que l'alliance ne va pas avoir lieu demain, là, vous écoutez. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça est une affaire sérieuse. Je veux dire les choses autrement. Allez, quand bien même, je dirais, on va aller avec M. Hamon. Mélenchon dit on y va avec Hamon. Mais si c'est comme ça, dans une combine généralisée, ça fait flop. Les gens qui nous soutiennent, ils sont exigeants. Et ils ont raison d'être exigeants. Ce que doit comprendre M. Hamon, Benoît Hamon, il fait de la politique à l'ancienne. Il croit que le fait de dire le chef du PS va rencontrer le chef de je ne sais trop qui, et les chefs s'étant réunis, les masses en délire vont dire ah voilà nos guides suprêmes. Non. La question c'est quel est le contenu, et qu'est-ce que c'est qui sonne vrai, qui a l'air sérieux. Et là il n'y a rien de sérieux. Vous évoquez le revenu universel. Intéressant qu'on puisse enfin discuter du rapport au travail. Mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette idée que demain, il n'y aura plus d'emplois. Nous, ce qu'on propose, c'est créer des emplois. Le scénario Négawatt, qui est toutes les associations qui travaillent sur le nucléaire, si on sort du nucléaire et qu'on veut aller vers 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, on peut créer 900 000 emplois. Chiffres qui sont contestés par certains experts. Mais non, pas bon. Non, par qui?
Par qui? Ouais, la scénario négawatt, c'est que la quasi-totalité des associations qui interviennent sur le nucléaire, sortir du nucléaire, aller vers 100% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire énergie maritime, solaire, etc., est un chantier incroyable. Personne ne conteste le fait que c'est créateur d'emplois. On est d'accord là-dessus. Moi, je pense également, par exemple, qu'il faut créer 200 000 postes supplémentaires de fonctionnaires. Par exemple, nous en avons besoin. Il y a un appel dernièrement de magistrats qui dit notre justice est vraiment la dernière du peloton en Europe. Et des questions de police, on va sans doute en parler, parce que si on veut qu'il y ait d'autres rapports entre la police et la population, il faudrait à la fois que des choses changent dans le comportement de la police et qu'aussi les policiers aient des meilleurs moyens de Je voudrais travail. qu'on parle d'un virus qui est en train de se répandre, le dégagisme et l'antisystème. Ça y est, maintenant, tout le monde s'y met. Alors, si on prend les cours de philo, dès l'instant où tout le monde est hors système, il n'y a plus de système. Mais ça dépend de qui. Oui, alors qui ment en disant je suis anti-système? Ouais, écoutez, le système, moi je suis contre la 5e République, d'accord? Je suis pour passer à une 6e République. Je suis contre les liens qui existent entre des puissances d'argent, notamment des milieux d'affaires, et aussi un système médiatique. Voilà. Donc après, quand vous avez... C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il n'est pas sain que 9 personnes possèdent la quasi-totalité de la presse en France. Voilà, je pense qu'il n'est pas sain qu'on maintienne un système de concentration de pouvoir sur un homme tel qu'elle est la 5e République. Et Moi, c'est pour cela Alors, que vous proposez aussi, pour parler du dégagisme, de nouvelles règles du jeu où on pourrait virer, pardonnez-moi, des élus. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec le président de la République? Bien sûr. Mais pourquoi virer? Est-ce que démocratiquement, un député doit comprendre qu'il n'est pas quelqu'un, il est élu par des gens. C'est un honneur, on représente des gens. Et les citoyens, dans une démocratie aujourd'hui moderne, avec des nouveaux moyens de communication, doivent pouvoir dire au cours du mandat, eh bien cette dame ou ce monsieur que nous avons élu, il ne fait pas ce pourquoi nous avons été élus. Et nous souhaitons qu'il soit destitué, si je puis dire. Alors comment on fait? On pourrait imaginer qu'un certain pourcentage d'électeurs, X%, 20, 30, on le fixerait ensemble, peuvent dire, ben voilà, nous souhaitons que l'élection se refasse. Et si on arrive à atteindre ce quota, eh bien on refait l'élection. Et si les citoyens veulent reconduire la personne, il le reconduira. Mais arrêtez ce système où aujourd'hui en France, c'est banaliser l'idée que je me fais élire sur un programme et une fois en responsabilité, je fais l'inverse. Donc c'est pas virer. Et pourquoi virer, c'est péjoratif? On a compris. Non, mais c'est garder le contrôle citoyen, être un citoyen actif. Moi, j'ai un cerveau sous mes cheveux Et ça, comme ça vous. figure dans le programme de... Et bien sûr, et ça Jean-Luc existe dans Mélenchon. certains pays, dans certains États aux La États-Unis question d'ailleurs. off, Alexis Corbière, mais devant les caméras, attention. Hein. Ouais. Aïe. Une photo qu'on voulait vous montrer, c'était il y a quelques jours, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui utilise un casque de réalité virtuelle. Alors il nous a fait le coup de l'hologramme le week-end dernier, maintenant c'est le casque de réalité. C'est pas un peu too much? Est-ce que c'est pour gommer son âge? Non, pas du tout. À son âge, écoutez, il a l'âge que vous, dans quelques années. Vous savez, le jeunisme. Non, Oui. alors Jean-Luc, il est très attaché. C'est un passionné de moyens de communication, de la technologie. Et le jeu vidéo est un chantier. Déjà, les Français, on est très bons dans le jeu vidéo. C'est l'un des premiers produits culturels aujourd'hui qui est vendu. Il ne faut pas être méprisant. Avec Jean-Luc Mélenchon, on avait lancé une petite polémique il y a quelques années sur un jeu vidéo, sur le contenu d'un jeu vidéo, en disant... C'était Assassin's Creed, Unity, etc. Tout ça pour dire qu'il faut discuter de ça. Et deuxièmement, il faut donner les moyens. Là, c'est à Angoulême. Mais ça, c'est pas pour recruter les électeurs jeunes, hein? Non. Non, mais je veux dire, il y a là un chantier des nouvelles frontières de l'humanité, le numérique, qu'on peut repousser. Et moi, trop souvent, il y a des gens qui connaissent pas, qui disent ouais, le jeu vidéo, c'est puéril, etc. Non, c'est bien. Et là, il est allé visiter cette école, il y a passé du temps, il a pris plaisir. Et c'est histoire de saluer tous ces excellents jeunes là qui vont être les meilleurs Merci. dans le monde entier. Merci Alexis Corbière d'être venu nous voir.